Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Aujourd'hui... Oh merde! Qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux? Oh putain. C'est moi il y a 12 kilos. 10 ans. En ce qui nous concerne, c'est la même chose. T'as voyagé dans le temps? Oui! Il faut prévenir les gens. La machine à explorer le temps est l'une des pires daubes qui ait jamais été fait. C'est un film absolument honteux! Oui, d'accord, ok. Juste, qu'est-ce que tu comptes faire contre ça en voyageant 10 ans après sa sortie? J'ai hâte d'avoir ta logique, mec. Donc pour ça que je suis si fier de moi-même. Aujourd'hui, la machine à explorer le temps. Alors comme ça, vous trouvez que les Dark Knight de Nolan sont des trahisons de Batman. Vous trouvez que les films Harry Potter ou Hunger Games ne sont pas assez fidèles au livre. Et vous avez assez peu d'estime personnelle pour protester contre les adaptations de Twilight. Mais avez-vous seulement vu la machine à explorer le temps? Time Machine was written by H.G. Wells in 1894. It was later Ta adapted. gueule! Ça! Rien que ça! Ça résume le problème du film. Bon, vous me connaissez. Vous savez que j'aime pas lire. J'ai beaucoup lu quand j'étais plus petit, mais très vite le cinéma ça m'a fait délaisser les pages jaunies des bouquins. En plus, je déteste relire mes livres. Et puis un jour, j'ai découvert La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Déjà fan de science-fiction à l'époque, j'ai été vite invité à lire ses nouvelles, puisqu'on considère que Wells, auteur britannique ayant enjambé le 19e et le 20e siècle, est le pionnier des grands thèmes de la science-fiction que sont les extraterrestres, l'homme invisible et le voyage dans le temps. Il a aussi écrit L'île du Docteur Moreau, mais j'ai du mal à trouver comment je suis censé le classer. Et je prends mes précautions. Je sens déjà que parmi vous, quelqu'un va me sortir un obscur auteur tchéco-polono-autrichien qui aurait sorti 7 mois avant la sortie de La machine à explorer le temps ou les autres romans de H.G. Wells, des romans plus ou moins sur les mêmes thématiques et que donc, pour les vrais fans de science-fiction, c'est lui et non pas H.G. Wells le véritable... L'histoire avec un grand H a retenu H.G. Wells. Désolé pour vous. Bien sûr, il faut aussi garder en tête que les thèmes abordés par H.G. Wells sont aussi des réactualisations de mythes plus anciens, bien entendu. Il est donc naturel que ces travaux aient été portés au cinéma, ou ailleurs, à de multiples reprises, et que de nombreux auteurs de science-fiction y fassent régulièrement allusion, nous verrons à quel point plus loin. La machine à explorer le temps narre les aventures d'un scientifique anglais qui est fasciné par le voyage dans le temps. Il crée une machine qui lui permet de voyager vers le passé et vers le futur. Il l'utilise pour se retrouver propulsé en l'an 802 701. Il découvre que la race humaine s'est divisée en deux branches, les Morlocks et les Éloïs. Je trouve que Éloïs est une traduction de prononciation française plus judicieuse que Éloi, car le son « one » n'existe pas dans la langue d'origine de Wells. Il se prononcerait Oi. Les Éloïs sont l'évolution de la haute société. Les nobles et les bourgeois dont la lascivité et l'ennui sont devenus la seule caractéristique. Ils sont faibles et oisifs, et androgynes afin de se ressembler encore plus les uns les autres. Les Morlocks, eux, sont l'évolution de la branche ouvrière des hommes, les pauvres, qui ont fini par vivre dans leurs mines. Ils passent leur temps à travailler, maîtrisent encore un peu de mécanique, et leurs yeux sont devenus énormes afin de voir dans le noir. Le travail en a fait des brutes, qui ont cependant gardé leur capacité de révolte et refont régulièrement surface à la nuit tombée, pour enlever certains Éloïs au hasard et les manger. Le personnage découvrira ainsi la décadence de l'humanité. Il poursuivra encore plus loin le voyage jusqu'à la destruction de la Terre par un soleil en supernova, avant de revenir à son époque raconter ses découvertes. Il retournera ensuite dans le futur et y restera bloqué, ayant cassé un élément de sa machine. Le message de l'œuvre est une vision assez pessimiste. La lutte des classes est un mal qui détruira la race humaine. Les riches oisifs n'apportent rien au monde qui les entoure, et les pauvres travailleurs, même contenus dans leur obscurité, resteront le vrai moteur de la société, puisque leurs actes maintiennent les Éloïs dans la peur. Le fait que le voyageur assiste à la fin du monde met en évidence la futilité d'une telle lutte, qui n'empêchera aucun homme de mourir. L'idée est donc, notre vie n'étant pas éternelle, la lutte des classes n'est-elle pas futile? Les riches ne devraient-ils pas plutôt aider les pauvres? Le livre a été adapté une première fois en 1960 par George Pal. Comme beaucoup de films de science-fiction de cette époque, le sous-texte traitait de la guerre froide. Dans cette version, le scientifique, qui est considéré être H.G. Wells lui-même, fait plusieurs arrêts dans son voyage vers le futur qui établissent ce dilemme. Il s'arrête pendant la Première, puis la Seconde Guerre mondiale, puis en 1966 où il voit une population terrorisée courir se mettre à l'abri dans des refuges anti-atomiques. Arrivés en 802 701, les Éloïs sont ceux qui ont décidé de sortir de l'abri et les Morlocks, ceux qui y sont restés. Le message devient donc un pamphlet anti-guerre, un peu bancal. Le script est écrit par David Duncan, un scénariste de science-fiction qui a écrit pour plusieurs séries de peu de renommée, et n'a manifestement pas cerné les subtilités d'une SF d'anticipation à message. Au début des années 2000, une nouvelle adaptation a été annoncée, réalisée par ni plus ni moins que le petit-fils de H.G. Wells, Simon Wells. On n'est jamais aussi déçu que par les membres de sa famille. Le résultat est une bouse immonde qui, petit rappel des vidéos sur les adaptations, est avant tout un mauvais film.
mais aussi une adaptation absolument scandaleuse pour n'importe quel fan de l'œuvre originale. On va passer tout ça en revue. Le film commence subtilement sur une horloge installée dans l'université dans laquelle enseigne notre héros, Alexander Hartigan, joué par Guy Pearce, sans prothèse dégueulasse. Il est rejoint par le professeur Philby qui vient le prévenir que, absorbé dans ses calculs, il a oublié un rendez-vous avec Emma, sa promise, qu'il va demander en mariage ce soir. Il rentre chez lui pour se changer, dans une salle qui regorge d'inventions révolutionnaires, parce qu'elles ont toutes été inventées par le même homme. La brosse à dents électrique, même pas la brosse à dents tout court, et déjà avec des poils en nylon bien raides et blancs, hein, pas du crin de cheval, mais aussi l'écran d'ordinateur en 2 couleurs. Bien sûr, il s'intéresse à toutes les sciences, et, comble du génie, c'est lui qui inspire Einstein. Quand on traite un film qui se passe à une autre époque, il y a 2 risques. Aliéner le passé, et en faire trop, ou pas assez, sur le futur. Ce film contient les 2 problèmes. Sur le passé, il essaye d'évoquer différents objets présents dans notre quotidien et prétend en montrer l'invention pour bien prouver qu'on est dans le passé et qu'ils sont loin de notre avancée. Ils roulent en calèche. Ils ont des chapeaux melons. Vous en faites trop, on a compris qu'on était dans le passé. Pourquoi est-ce que vous essayez désespérément d'en faire trop pour montrer qu'on est dans le passé, au lieu de laisser simplement faire votre chef costumé et votre chef décorateur? Ça pue le faux, ça en devient vraiment grotesque. Subtile critique des mégapoles, subtile indication qu'il s'intéresse au voyage dans le temps, subtile indication qu'il s'intéresse plus à la technologie qu'à sa dulcinée. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'on fout à New York? Cette histoire est censée se passer en Angleterre. Et si on n'est pas en Angleterre, pourquoi Guy Pearce s'efforce-t-il tant à faire son meilleur accent anglais? Et voilà un beau défaut des adaptations hollywoodiennes. Tout doit se passer aux États-Unis. Il y a des fois où c'est pas trop grave parce que on sent que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ici tout est fait pour coller à l'Angleterre. À l'époque où vivait H.G. Wells, la Grande-Bretagne était le berceau de la révolution industrielle. Il serait logique d'y voir s'y dérouler les expériences scientifiques les plus variées. À quoi bon transposer le film aux États-Unis si tout hurle Grande-Bretagne? Alexander finit par retrouver sa belle, jouée par Sienna Guillory. Oui, cette Sienna Guillory. À croire qu'elle maudit les adaptations où elle apparaît. Et en parlant de malédiction, un voleur de passage arrive juste au moment où Alexander fait sa demande en mariage. Emma refuse de donner sa bague, et dans la bagarre, le voleur tire et la touche mortellement. Ce qui veut dire qu'elle meurt. Je précise pour faire comme le film et surexpliciter tout ce qui se passe. Oh. Nous retrouvons donc Alexander, 4 ans plus tard, toujours sur le coup de la perte de sa femme. Vous voyez, le film nous indique subtilement qu'il va mal. Il se torture depuis la mort de sa belle jusqu'à ce qu'il en arrive à cette conclusion. Et oui, ce film souffre d'un autre défaut récurrent du cinéma hollywoodien. Pourquoi, nom de Dieu de cul de borgne, faut-il toujours qu'ils expliquent tout? Pourquoi faut-il expliquer tous les tenants et aboutissants d'une ville dont le principal intérêt est d'être mystérieuse? Pourquoi vouloir expliquer le comportement du cannibale Hannibal Lecter avec un traumatisme d'enfance? Pourquoi? Et pourquoi un scientifique ne pourrait pas s'intéresser au voyage dans le temps simplement parce que c'est une chose fascinante? Regardez Stephen Hawking. Est-ce qu'il étudie la réaction des trous noirs parce que ça pourrait le guérir de la maladie qui le paralyse petit à petit? Non! Il le fait parce que c'est fascinant. Ainsi, pourquoi Alexander Hartigan veut-il étudier le voyage dans le temps? Parce qu'il veut changer le passé et éviter la mort de sa femme. J'avoue, la machine pète la classe. Alexander retourne donc dans le passé et retrouve sa femme, et pour la protéger, l'emmène au loin. Malheureusement, ça ne marche pas très bien. Et là, il trouve une idée géniale. Chercher le moyen de sauver sa femme en allant dans le futur. Ça n'a aucun sens! Ou plutôt, ça n'a aucune logique scientifique. Mais ça, le scénariste s'en fout pour faire passer le message débile dont je vous parlerai en fin de critique. Et donc, on ne peut rien changer au passé, mais chaque homme contrôle son destin. Est-ce que vous avez déjà entendu une connerie pareille? Oui. Parce que c'est le genre de morale à 2 balles qu'on nous sert dans tous les films américains basiques. Le genre de morale complètement fausse qui n'a pour autre but que de pousser l'américain moyen à aller au boulot tous les jours. La morale de Wells était peut-être pas très évoluée non plus avec son « les riches doivent aider les pauvres », mais au moins on savait que c'était un idéal, quelque chose de difficile à atteindre pour lequel il allait falloir se battre, et plus que probablement voué à l'échec. Donc il commence à avancer dans le temps après 25 minutes d'exposition qui aurait été résumée en 5 minutes si un connard de scénariste ou de producteur n'avait pas estimé nécessaire d'ajouter une histoire d'amour à tout cela. L'effet du voyage dans le temps est plutôt bien fait. J'aime l'idée par exemple de voir les robes rétrécir de plus en plus à mesure qu'il avance. Il va ensuite faire malencontreusement tomber le médaillon avec la photo de sa femme, ce qui suggère subtilement qu'il doit faire un effort douloureux pour l'oublier et passer à autre chose.
Puis le temps s'écoule encore et cet avion vole à une vitesse normale alors que toute la ville est en accéléré. Bordel, mais c'est quoi ces erreurs grossières? Et de 2? Et de 3? Mais putain! Et de 4 avec la navette spatiale? De la cohérence, bordel! Éventuellement, il finit par voir un panneau publicitaire dont la vidéo reste exactement la même pendant plusieurs décennies apparemment, et qui crie « Le futur, c'est maintenant ». Subtilement. La pub vend des séjours sur la Lune, qui est maintenant colonisée par les humains. Vous verrez, ça a son importance. Il décide naturellement, pour s'informer des évolutions du monde, d'aller à la bibliothèque. Vous vous rappelez comme je vous ai dit qu'il était délicat de traiter le passé et le futur. Voyons comment le film rate le futur. Avec la subtilité d'un éléphant en rut dans un magasin de porcelaine installé sur un radeau flottant sur l'eau et depuis lequel il peut apercevoir une femelle sur l'autre rive. De façon générale, si on a envie de se faire un trip voiture volante et professeur d'histoire géo qui reséquence votre ADN, ça peut être louable, on essaye de le faire environ 2 à 300 ans après la date de tournage du film, histoire que le film vieillisse pas trop vite. Et puis il aurait été facile de ne pas s'aventurer sur cette pente savonneuse en ne s'arrêtant pas dans le futur, d'autant que cet arrêt ne sert absolument à rien. Mais encore mieux pour pourrir sa séquence dans le futur. My question is, why can't one change the past? Because one cannot travel into the past. Avec un comic relief black qui fait des grimaces et des plaisanteries. Celui-ci ne s'appelle pas LJ, mais Vox. Over here, sir. Ok, ça c'est classe. Alexander demande à l'hologramme différentes informations, espérant comprendre pourquoi il ne peut pas changer le passé. Avec ironie, l'hologramme lui parle des écrits de Asimov et d'autres auteurs de science-fiction qui étaient eux-mêmes des scientifiques, y compris, et c'est une chose qui m'énerve toujours prodigieusement, H.G. Wells. C'est quelque chose d'infiniment personnel cette fois-ci et je n'estime pas avoir raison ou tort à ce sujet. Mais il faut se décider. Soit H.G. Wells est à la fois le personnage et l'auteur, soit il n'est que l'auteur. Mais à ce moment-là, il ne peut pas apparaître dans le récit. Il a écrit le bouquin. C'est comme s'il faisait une référence à lui-même dans sa propre histoire. L'histoire que raconte le livre La machine explore le temps dont parle Vox est celle du film. Ce qui arrivera dans le futur, à cette année précise et avec ces personnages précis, soit a dû arriver ou être inventé par Wells, et dès lors l'histoire d'Alexander est celle de Wells et les deux personnages se confondent, Wells ne pouvant pas être dans le film. Soit est arrivé à Alexander et Wells n'en sait rien, et donc ne peut pas écrire cette histoire, et donc ne peut pas être présent dans le film. Il aurait fallu que le personnage soit Wells, et la fin du film différente pour que ça fonctionne, ou bien que l'histoire diffère complètement et ne soit plus celle de Wells, ne serait-ce qu'en changeant la date. Et pour rester subtil, l'hologramme nous sort également toutes les adaptations du film, je suis même surpris que la version de 2002 ne soit pas mentionnée, et même la comédie musicale jouée au théâtre. There's a place called tomorrow, a place of joy. Not of sorrow, can't you see? It's a place for Thank you you. and That's quite enough. Alexander finit par partir en espérant trouver plus de réponses avec les scientifiques du futur. Live long and prosper. Peace and long life, trou du cul.